Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est très chaud dans notre pays, la République démocratique du Congo, on parle c'est chaud politiquement parlant. Nous sommes avec Patrick Ilekou, analyste, il est analyste, intellectuel congolais. Avec lui, on va essayer de parler, de comprendre un peu les enjeux, les véritables enjeux du monde. Bonjour, monsieur Patrick Ilekou. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. Moi, je vous ai présenté, si on vous demandait à vous de le faire, comment allez-vous le faire? Ok, nous sommes de cette classe, de cette génération qui voulons absolument le changement en RDC. Nous travaillons sur des dossiers en caractère diplomatique en RDC. Nous travaillons aussi sur les aspects constitutionnels des règles qui doivent être régies pour qu'on puisse avoir un système politique assez adéquat. Nous continuons aussi à œuvrer pour aider certains de nos leaders politiques à saisir les enjeux et à comprendre un peu les stratégies qui se passent au niveau des Grands Lacs. Il s'est passé quelque chose dans notre pays, d'autres disent que c'est historique, mais il y a aussi beaucoup de contestations, Ça a commencé au niveau international, même au niveau de l'Union africaine, des contestations. Votre réaction par rapport à ce qui s'est passé au pays et ce qui se passe actuellement, l'élection de Etienne Tshisekedi Tshilombo, Antoine, comme 5e président de la République démocratique du Congo. Ok, pour ceux qui ont pris le chemin, en fait, ils ont pris les élections à RDC en cours de chemin. Ça paraît un peu paradoxal tout ce qui se passe. Par contre, pour nous qui avons commencé à regarder ces aspects-là depuis plus de 10 ans, nous constatons qu'il y a une continuité dans l'approche des systèmes que nous avons en place. Nous avons tous assisté en tant que peuple congolais à 3 élections sur lesquelles les vrais résultats ont été toujours cachés aux compatriotes. Il y a un autre aspect, ce que nous constatons aussi que c'est compliqué pour le monde occidental d'accepter une alternance politique au sens où tous les systèmes en place devraient partir pour laisser la place à un autre système. C'est ces 2 problèmes qui se posent aujourd'hui dans la zone des Grands Lacs. Les Occidentaux, d'une manière générale, les grandes puissances ont peur, absolument peur de l'inconnu. Ils ne désirent pas profondément changer le caractère du système politique qui est mis en place au niveau des Grands Lacs. Donc ça, ce sont des constats que nous avons faits pendant ces 10 dernières années, que ce soit à Brazzaville, en Angola, ou à Kinshasa chez nous, ou même en Zambie, ou en Tanzanie, où il y a eu l'alternance politique, entre guillemets, c'est-à-dire il y a eu changement de personnes à la tête de l'État, mais le système en soi n'a pas bougé. Donc nous commençons maintenant à comprendre qu'on a 2 problèmes en face. Il y a un problème régional au niveau local, mais il y a aussi un problème au niveau international ici vis-à-vis des accréditateurs, de ceux qui accréditent en fait le système politique qui sont mis en place au niveau des Grands Lacs. Monsieur Patrick, qui vous appelez inconnu, Martin Fayulu a étudié aux États-Unis d'Amérique, Félix Tshisekedi a passé tout son temps ici en Belgique. Il était représentant de l'UDPS Bénéduction. Inconnu, c'est quoi? C'est qui l'inconnu? Pourquoi les Occidentaux refusent? Jean-Pierre Bemba a étudié en Belgique. Tshisekedi Papa, c'était aussi entre la Belgique et le Congo. Pour vous, c'est l'inconnu. Ils préfèrent rester avec des pouvoirs en place. Ok. Pasteur Bobo, il faut bien comprendre que pour les Occidentaux, un système n'est pas un homme. Ils peuvent connaître nos différents leaders d'une manière personnelle, mais pour eux, ce qui compte, c'est les différentes personnalités qui vont occuper des positions assez stratégiques pour eux, notamment au niveau diplomatique, surtout pour les diplomates en Afrique. C'est très important parce que ce sont les diplomates qui décident sur le niveau d'endettement, sur les crédits à octroyer, sur les grands projets au niveau des pays. Donc, la position diplomatique, en tout cas des interlocuteurs diplomatiques, sont les sujets cruciaux pour les Occidentaux. Donc nous qui avons l'habitude de les côtoyer au quotidien, au niveau soit du Sénat français ou même ici en Belgique, à un certain niveau, on a des amis qui sont aux États-Unis aussi, qui côtoient les grands sénateurs là-bas. Nous avons tous effectué le même constat, c'est que pour arriver à persuader les diplomates européens d'échanger de personnes au niveau diplomatique,
c'est tout un monde, ça prend du temps. Et puis un deuxième paramètre, c'est que le temps diplomatique, le temps politique en matière diplomatique est très long. Donc pour nous, les citoyens lambda, nous regardons les événements en l'espace de 2 jours, d'une journée, d'une année, de 2 ans, de 3 ans. Mais pour les diplomates, le temps se situe au niveau de 10, 15, 20 ans, une décennie, 2, 3, 4, 5 décennies. Voilà pourquoi on a autant de divergences. Ce n'est pas toujours un problème de personnes ou de méconnaissance ou des connaissances de personnes. Des garçons comme nos leaders, comme Jean-Pierre Bemba, qui est très connu au niveau politique, mais aussi au niveau économique, parce qu'ils ont passé un certain temps avec des personnalités ici en Occident. Des personnalités comme Félix Etienne Tshisekedi, qui est aujourd'hui l'actuel chef de l'État, sont des personnalités qui sont connues à haut niveau, même ici en France ou aux États-Unis. Donc ce n'est pas tant au niveau de personnes que cela pose problème, c'est au niveau du système qui est mis en place que cela pose vraiment de problèmes. Déloger des garçons comme Alexis Thambwe Mwamba, pour les Américains, ça pose un problème parce que c'est l'homme qui maîtrise les dossiers, beaucoup des dossiers congolais. Donc, c'est un peu difficile. C'est aussi le même cas pour notre ami qui est chez Lamuka, le professeur Matungulu, qui est bien connu au niveau du Fonds monétaire international. C'est une personnalité incontournable dans les consultations au niveau des crédits et des endettements pour la RDC. Donc, ces personnes-là, ce sont des personnes avec qui l'Occident désire et demeure vouloir rester à les consulter au quotidien. Maintenant, on verra peut-être dans les émissions ou même aujourd'hui comment faire pour pouvoir imposer d'autres personnalités, d'autres experts au niveau international. Ça, c'est le défi qui attend les pays africains. L'accord Kabila-Tshisekedi. Ok. C'est l'accord qui fait tant couler d'encre. Donc, dans cet accord, nous avons eu l'opportunité, nous, dans nos contacts, de regarder le fond de l'accord, d'avoir assisté aux négociations pendant la période avant les élections. Il y a 2 choses que nous retenons. Vous connaissez l'accord? Nous connaissons le contenu de l'accord de A à Z. Nous connaissons aussi les débouchés, l'intentionnalité qui se situe dans les 2 camps. Nous connaissons aussi le contenu que beaucoup de nos compatriotes sont en train de sursauter. Mais nous qui avons connaissance de ça, nous savons où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils sont capables d'aller. En tout cas, tout le monde en parle, personne ne connaît l'accord, même Félix lui-même ne dit pas, on fait pression à Félix de nous parler de l'accord, mais vous connaissez l'accord. On vous laisse quand monsieur Patrick. Ok. On vous laisse quand on vous suit par tout le monde, l'accord, les sous-bassements, les enjeux, c'est quoi l'accord? Ok, il y a 2 choses que nous devons, pour comprendre cet accord-là, il faut se situer au niveau de Dar es Salaam. La première des choses, c'est au niveau de ce pays-là où tout a commencé pour l'AFDL. Donc au niveau, pour les diplomates tanzaniens, c'est clair pour eux que le Congo ressemble beaucoup à la Tanzanie par la dimension, par les richesses et par la complexité de la classe politique. Allez. Donc pour résoudre ce problème-là, eux ont réussi à les résoudre selon leurs habitudes et leurs coutumes en installant un système qu'on appelle le système Maïcha. Maintenant, c'est depuis environ 2008 que Kabila a été longuement scotché au niveau de Dar es Salaam par l'ancien président de la République de là-bas, qui l'a fait visiter et l'a fait rencontrer tous les opposants tanzaniens pour lui montrer comment politiquement il devait gérer cette période cruciale pour lui, de réussir à transformer les règles constitutionnelles à une réalité politique incapable de contourner, qu'aucun acteur politique congolais ne pourra contourner. Donc pour ça, Kabila a réussi à faire 2 opérations essentielles. C'est à réussir à convaincre le FCC que tout changement de personne au niveau de la gestion du système politique congolais, c'est un risque crucial pour qu'il y ait d'échéance. Rappelez-vous du livre de notre ami Bochab, qui avait écrit à cette époque-là que si nous refusons les changements constitutionnels pour permettre à l'actuel système, notamment représenté par l'ancien président Joseph Kabila,
si nous refusons ces changements constitutionnels, nous allons directement tomber dans un chaos, dans un vide sidéral. C'est que Beauchamp voulait dire, parce que nul ne peut croire qu'à un moment donné, un pays peut se retrouver sans règles du jeu. C'est que Beauchamp voulait dire que si vous refusez un changement constitutionnel clair et net des règles du jeu, vous allez tomber dans des systèmes qui seront à mi-chemin entre des nouvelles réalités et l'ancienne réalité. Et ça serait une réalité inconnue pour nous. Donc c'est là où aujourd'hui on se trouve avec cet accord où nous avons vu des démocrates associés à des malversateurs, comme on l'entend couramment dire. Donc, Félix Tshisekedi a été coaché par certaines personnalités françaises pour arriver à comprendre comment fonctionner avec Joseph Kabila. Donc, pour ça, ils ont montré à Félix Tshisekedi deux paramètres. Que, un, il n'avait pas d'homme d'envergure en matière diplomatique. Maintenant, pour pouvoir réussir une présidence de bon niveau, selon leur approche, il fallait qu'il se soit entouré des anciens faucons du régime, c'est-à-dire des garçons comme Cheuki Tundu ou Alexis Thambwe Mwamba. Toutes ces personnalités-là, pour les gens qui ont coaché notre ami Félix Tshisekedi, c'était des personnalités à laquelle il fallait que l'UDPS trouve les solutions pour pouvoir les accepter dans un nouveau système, en cas d'alternance. Deuxième paramètre à tenir en compte, il ne fallait surtout pas exposer l'actuel chef de l'État parce que lui détient beaucoup d'éléments de sécurité intérieure. Donc, l'ancien président Joseph Kabila. Donc, dans cette discussion et des échanges, en dehors du fait que le poids du soutien financier des Américains reposait sur la capacité à conserver les règles constitutionnelles actuelles. Donc, tous ces éléments mis à table ont obligé l'UDPS à haut niveau de commencer à négocier avec Joseph Kabila. Rappelez-vous, quand le père Étienne Tshisekedi était là, il y a eu des visites des grands décideurs américains à la maison même du feu président pour pouvoir lui expliquer l'opportunité inexplicable pour l'UDPS d'accéder au pouvoir. Donc, tous ces éléments sont à tenir compte au niveau de l'accord. Au niveau de l'accord en lui-même, il y a trois choses que nous devons bien comprendre. La première des choses, c'est l'aspect juridique des accords. Sur ça, l'UDPS les uns diront qu'ils ont commis une erreur juridique, mais l'UDPS a regardé plutôt l'aspect politique des opérations. Dans cet accord, il y a une règle qui est très simple, le partage équitable des positions en fonction des zones d'influence. C'est-à-dire que c'est lui qui a la présidence, c'est ce qu'on a expliqué à Félix Tshisekedi. Quand vous avez la présidence, vous avez le temps de préparer pour les prochaines législatures des éléments qui vont venir remplacer les anciens diplomates. C'est qu'en étant président que vous pouvez faire ça. Si vous êtes au niveau du Premier ministre, vous n'avez pas accès à la politique internationale. Donc, pour Félix, la réflexion a été vite. Donc, il a bien compris que pour pouvoir passer d'abord l'échéance 2018, après passer l'échéance 2023, c'était incontournable de réussir d'abord à faire passer des éléments comme Cheuki Tundu et tous ces grands diplomates du FCC. Donc, ça, c'était l'aspect premier de la décision. Donc, dans cette réflexion-là, vous comprenez très bien qu'il n'y avait ni l'aspect économique, ni l'aspect social des problématiques que la population demandait dans les rapproches. On vous suit même. L'accord va aboutir à quoi? L'accord, c'est quoi? Félix est devenu président, Kabila à l'attente. C'est quoi le secret de l'accord? Ok, le secret de l'accord réside en ce que Félix prend le contrôle de la présidence en installant des doublettes diplomatiques. C'est-à-dire, Cheuki Tundu sera doublé en matière diplomatique par un des éléments de l'UDPS qui sont aujourd'hui au niveau du cabinet présidentiel, qui vont commencer à prendre en considération chaque dossier international. Pour Félix Tshisekedi,
d'après les calculs de ces conseillers européens, que nous avons eu l'occasion de rencontrer il y a de cela 2 semaines, ils nous ont expliqué ceci, qu'il leur faut à peu près 3 à 4 mois avant qu'une prise réelle, effective de la diplomatie soit faite par les agents de l'UDPS. Bon, on reste attentif à regarder si réellement ils arriveront à prendre la main dessus. Deuxième aspect, sur le plan de l'accord, c'est que, compte tenu de l'influence sécuritaire de l'ancien président, du fait qu'il garde encore une forte influence au niveau de l'armée, il était imprudent pour Félix Tshisekedi de ne pas accepter que l'ancien président reste intouchable jusqu'à la prochaine législature, c'est-à-dire jusqu'en 2023, rien ne va bouger. Aucune accusation directe, aucune prétention directe en interne et en externe. Ça, c'est l'aspect de l'accord. Deuxième aspect de l'accord, c'est que le FCC accepte, en plaçant Félix Tshisekedi à la tête, de ne pas marcher à l'encontre des objectifs de l'UDPS. C'est-à-dire qu'il faut que l'FCC laisse passer la maison UDPS dans son fonctionnement, dans ses capacités à faire des mouvements sociaux, ainsi de suite. L'FCC, parce que c'est eux qui prendront l'intérieur, devront laisser absolument libre cours aux différentes manifestations que nous aurons l'occasion de voir se défiler dans les différents aspects, parce que la pression va continuer à monter. Et ça... c'est un peu contradictoire. L'UDPS, c'est le parti au pouvoir. Le parti qui va diriger va commencer à faire des marches. Il faut bien comprendre que, d'après tous les sondages faits avant les élections, et tous les renseignements que les services de renseignement extérieurs, que ce soit congolais ou même intérieur congolais ou extérieur pour les pays occidentaux, tous avaient donné un seul résultat, c'est que personne au niveau de la majorité n'est capable d'arriver de battre un quelconque candidat issu de la population. Ça, c'était un aspect. Deuxième aspect, est-ce que Félix Tshisekedi, à lui tout seul, aurait été capable de rafler les voix perdants du FCC? Là, tout le monde était dubitatif. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'actuel président n'est pas un grand orateur public et ce n'est pas une personnalité qui est capable de rassembler les foules. Après, il y a eu l'autre aspect qui est rentré en compte, de regarder quels étaient les adversaires possibles et potentiels de l'actuel président. Et quand ils ont vu que derrière, il y avait des garçons très mordants comme Bemba, qui sont d'excellents orateurs, ils ont compris qu'il ne fallait surtout pas laisser les élections se dérouler librement et démocratiquement comme c'était prévu. Il fallait retravailler les résultats. C'est ce qu'ils ont fait. Vous dites qu'il y a un accord, personne ne pourra toucher Kabila. On ne va pas toucher Kabila. Jusqu'à quand? Est-ce que Kabila sera intouchable jusqu'en 2023, là où il va revenir le président? Félix va laisser la place à président. C'est quoi l'accord? C'est quoi l'accord? Vous dites que Kabila intouchable jusqu'à quand? Pasteur Bobo, il faut... Jusqu'à ce qu'il va revenir ou comment on vous suit? Oui, il faut bien comprendre une chose, que tous nos acteurs politiques ont commis une bêtise, une erreur fondamentale, c'est-à-dire qu'ils ont tous signé des documents au niveau national et international lorsqu'ils étaient partis dans des rendez-vous diplomatiques aux États-Unis, en France ou ailleurs. Ils ont signé tous qu'ils allaient respecter la constitution actuelle en place. Ça, c'était une erreur. Pour ceux qui avaient l'intentionnalité ou même l'idée de renouveler la classe politique, le renouvellement de la classe politique ne pouvait passer que par un changement constitutionnel profond, fait non pas par l'élite, mais par les masses populaires. En d'autres termes, c'est un changement au niveau d'une révolution en interne et non pas une révolution de la haute bourgeoisie, c'est-à-dire de la classe politique. Donc, cette erreur politique grave, ou que tous les acteurs politiques actuels partagent, que ce soit du pouvoir et de l'opposition, de dire à tous les citoyens congolais que nous sommes capables de transformer radicalement le pays sans toucher à la réglementation actuelle.
Donc ça, c'était d'abord une première erreur. Pourquoi? Parce que l'actuelle constitution, c'est une constitution organisée pour des minorités. Ce n'est pas une majorité. Une élection à un tour nous amènera toujours, quoi que l'on fasse, à des présidents qui ont 10, 15, 20, maximum 30%, pour des règles mathématiques de l'appréciation populaire. Donc, quand vous avez un président en place à 30%, donc ça signifie que le président lui-même devra constamment négocier avec les autres au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, vous imaginez très bien que les gens du FCC n'ont pas fait de la magie, mais simplement, ils ont compris que le cheval de bataille, c'était de ne surtout pas toucher l'actuelle constitution. Ça, c'est le grave erreur que toute la classe politique a commise. Deuxième erreur, c'est d'avoir signé que toute contestation ne pouvait se faire qu'au niveau des instances en place. Or, nous savons, nous tous, que l'actuelle instance dirigeante de la RDC, que ce soit la Cour constitutionnelle ou même les tribunaux, les juges, ont du mal à trancher honnêtement selon la réglementation. Parce que même eux-mêmes ne maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants de la Constitution en question. Donc, avec tous ces éléments intellectuels, nous avons, en tout cas, nous étions parmi ces gens qui disaient tout bas que ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas signer un tel engagement au niveau international parce que vous serez plus crédible lors de la contestation de dire aux Occidentaux que maintenant, bon, ok, comme nous pensons que nous avons gagné et que nous voulons absolument reconquérir ce qui est de droit, nous allons faire exécuter notre devoir de leader politique. Donc, tous ces éléments-là nous amènent tout doucement à croire que, quoi qu'il arrive, le FCC et l'UDPS, en signant l'accord, tenant compte de tous ces accords passés, savaient que toute la classe politique n'aurait pas de solution d'alternance que d'accepter le système imposé. Donc le système imposé, c'est Kabila reste. Le système imposé, c'est que nous allons rester avec une constitution bancale. Une constitution dont aucun acteur politique n'est capable de présenter une ligne claire de vision. C'est-à-dire, l'opposition interprète les mêmes règles du jeu collective à sa manière. Il a une vue, on l'a vu au niveau des élections, on vient de le voir au niveau des décisions présidentielles, où le président a estimé qu'il était en droit, juridiquement et constitutionnellement, de défendre la République face à la tricherie. Et il y a eu ceux de l'opposition, enfin, ses amis du FCC qui ont dit non, selon la Constitution, le président n'a pas à se mêler sur des conditions électorales. Donc, tous ces problèmes juridiques ou constitutionnels sont résultats des imperfections constitutionnelles en place depuis 2001. Monsieur Patrick, pourquoi l'Occident a choisi son camp? L'Occident préfère l'accord Kabila-Tshisekedi, l'Occident refuse, je peux dire, Fayulu, Bemba, Katumbi. Pourquoi ils ont choisi? Okay. Pourquoi l'accord Tshisekedi-Kabila intéresse l'Occident, les États-Unis et les Européens? Nous devons rester, moi en tout cas, je dois rester objectif et intellectuellement objectif. C'est-à-dire, nous n'avons pas, moi je n'ai pas à donner mon opinion personnelle de la situation, mais à apprécier la situation telle qu'elle se présente du point de vue juridique, du point de vue législatif. Cette situation-là se résume en un mot. On a une assise constitutionnelle qui, a priori, devrait être démocratique. Mais nous nous rendons compte que les assises constitutionnelles manquent des outils. Au point que, lorsqu'il y a un problème constitutionnel qui se pose au niveau politique, les différents acteurs politiques recourent à l'Église pour pouvoir trancher des décisions constitutionnelles. Donc ça pose déjà un problème du point de vue intellectuel. Deuxième chose que nous martelons à la population, que les règles constitutionnelles actuelles, qu'on les veuille ou pas, favorisera toujours les minorités. Parce que n'oublions pas que cette constitution-là a été faite pour mettre en place un moyen de gouverner tout en respectant les minorités. Les minorités qu'à l'époque, ils nous ont dit que
en fait, les gens qui ont écrit la Constitution, ils nous ont dit, nous avons un problème à RDC, il y a eu une division au niveau politique, Bemba a pris une partie, l'AFDEL a une partie, le RCD Goma a une partie. Maintenant, comment faire pour faire cohabiter l'ensemble sur un même territoire? Donc, ils ont trouvé les règles du jeu pour favoriser les minorités. Dans ces règles constitutionnelles, personne n'a tenu compte des réalités politiques intérieures, c'est-à-dire les positions réelles de chacun au point de vue politique à l'intérieur du pays lorsqu'ils ont mis en place cette constitution. Fort est à constater que nos leaders de l'époque, qui sont toujours les leaders d'aujourd'hui, sont lamentablement, malheureusement, si ce n'est pas de l'incompétence, ça doit être des insuffisances intellectuelles graves. Parce que lorsque vous êtes en responsabilité et que vous avez 80 millions de gens à piloter, à gérer jour après jour, vous devez vous assurer que les règles du jeu ne doivent pas être des choses où on peut intransiger ou modifier en cours de passage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut s'assurer que les règles du jeu correspondent aux habitudes de la grande majorité. Je vais vous donner un exemple. Majoritairement en RDC, lorsque nous décidons de choisir un commissaire de zone ou un chef de quartier, nous ne recourons surtout pas à une élection à un tour. Nous recourons surtout à une élection majoritaire. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la majorité absolue au niveau des quartiers, le responsable de quartier ne passera pas. Comment nos dirigeants de l'époque ont-ils accepté non seulement de mettre en place à l'époque, avant les modifications constitutionnelles, une constitution qui fera passer les gens au deuxième tour, les deux premiers qui auront un certain pourcentage. Mais ils n'ont pas verrouillé l'article concernant la modification du nombre de tours, comme ils l'ont fait pour le nombre de mandats. Vous voyez? Donc ça, ce sont des erreurs intellectuelles graves. Ou, moi, c'est ce que j'aurais tendance à croire, que tous les acteurs politiques, espérant que ça sera eux, que ce soit Bemba ou Kabila ou même les autres qui étaient à Sun City, lorsqu'ils ont lu la Constitution, tout le monde était content. Ils disaient que comme c'est moi qui allais passer en présidence, le jour où je serai en présidence, je ferai en sorte de ne plus sortir. Vous voyez? Donc du coup, ils ont volontairement, intellectuellement, volontairement, refusé de regarder l'aspect de ne pas modifier le nombre de tours pour avoir toujours un chef de l'État majoritaire. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une constitution retouchée avec un président qui sera toujours minoritaire. Rappelez-vous de ça. Ce principe-là, ça doit être le principe sur lequel tous les Congolais doivent être d'accord. Si tous les Congolais sont d'accord d'avoir un président minoritaire, dans ces cas-là, nous devons avoir un parlement fort. On le suit partout, à travers le monde, mais M. Patrick, la crise actuelle, c'est comment? Vous dites que vous connaissez bien le secret des soubassements de l'accord Kabila Tshisekedi, mais aujourd'hui on voit une crise politique. Après presque 52 jours de gouvernance, après 52 jours au pouvoir ou 53 ou 55, moins de 60 jours, on voit une crise. Le président suspend l'installation des sénateurs et le président reporte l'élection de gouverneurs. Les autres crient au scandale, à la violation de la Constitution. On évoque même l'hypothèse de destituer le président. Une première de l'histoire du Congo, bien qu'il y ait eu la crise Kassavo-Boulomba des années 60. Je vous donne le parole. Ok, pour aujourd'hui, je ne m'avancerai pas au parallélisme avec les années 60 aujourd'hui parce que ça serait très long. Il y a beaucoup trop de similitudes pour arriver aux années 60. Mais aujourd'hui, c'est que ce que nous allons plutôt regarder, c'est surtout d'abord l'aspect, les problèmes qui se posent au niveau de la crise. Quels sont les problèmes? La crise, pour les acteurs de la crise, c'est-à-dire le président de la République et le président ou le président majoritaire au niveau du Parlement de la personnalité morale du FCC, qui est Joseph Kabila. Donc, pour les deux acteurs qui ont signé cet accord-là,
eux savent qu'ils vont passer une législature en perpétuelle crise. Donc, eux sont préparés. Les gens qui ne sont pas préparés, c'est la majorité de la population qui, eux, pensaient qu'avec cette élection, avec ce format tel que ça a été préparé depuis de longues dates, rappelez-vous de toutes les réunions, tous les accords intermédiaires avant les élections, tout le monde, à ce niveau-là, est préparé pour supporter la crise, sauf la population. Pour la population, l'élection était un moyen de résoudre tous les problèmes qui se posaient au niveau de la crise. Donc, la crise que nous constatons aujourd'hui n'est certainement pas un problème pour les acteurs politiques en place. C'est un problème pour la majorité de la population. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on sera en perpétuelle crise? Lorsque le président en place, qui est un président nommé ou choisi ou même élu, mais minoritaire, rappelez-vous de ces notions-là, minorité et majorité, le président actuel est minoritaire. Nommé ou choisi, vous dites quoi? Nommé ou choisi. On va pas se voiler. Oui, bien sûr. On va pas se voiler la face lorsque le patron de la CENI lui-même témoigne par des communications téléphoniques qu'aujourd'hui je ne toucherai plus, je ne ferai plus. On peut comprendre aisément que monsieur Nanga de la commission électorale a fait certaines choses au niveau de l'élection présidentielle qu'il ne veut plus faire au niveau de l'élection sénatoriale. Voyez? Donc, lorsque nous disons que cet accord-là est lié non pas à une élection directe de la population, mais à une élection modifiée de la classe politique. Bon, ça, c'est une réalité que nous tous, nous avons constatée. Mais fort est de constater, comme l'Église lui-même a constaté, qu'aujourd'hui, nous avons une réalité politique de fait. Maintenant, il faut commencer à réfléchir comment, par rapport à cette réalité de fait, comment nous devons nous positionner. L'Église a choisi les mots. Il a dit la morale, si c'est la morale qui doit dominer la RDC, moralement, nous n'avons pas de président congolais. Nous avons un président choisi par une minorité des Congolais. Mais si nous regardons sur le plan institutionnel, le président en place, c'est l'actuel président, M. Félix Etienne Tshisekedi. Maintenant, pour la crise, Pasteur Bobo, la crise n'est pas une crise politique. Kabila est habitué à des crises permanentes politiques en RDC. Pour lui, ce n'est pas un problème. Pour nous, qui pensons que la politique, c'est un long fleuve tranquille, on est surpris de voir que non, nos politiciens sont capables de supporter que la grande majorité de la population court derrière, ne travaille pas, ne soit pas payé, ainsi de suite. Cela ne gêne personne. Cela même ne touche aucune personne, ni même le président aujourd'hui qui vient d'être élu, n'est même pas touché par son propre camp lorsque son propre camp descend dans la rue et réclame tout haut que nous avons au sein de la maison des tricheurs. La seule notion que le président actuel a trouvée, c'est de traduire les tricheurs au niveau de la justice. Mais la première décision, c'était de les rayer au niveau du parti et de s'assurer au niveau du parti de l'UDPS que ces membres-là... Nous, le président, ça c'est pour maintenant. Comment le président va... Le président est au-dessus des partis politiques. Ça, c'est pour maintenant. Pasteur Bobo, l'ancien président, qui n'est même plus président aujourd'hui, qu'on appelle autorité morale du FCC, reste le patron du FCC. Même lorsqu'il était en place, il demeurait le patron du FCC. Quand vous êtes président de la République, oui, vous gérez le bien commun à tous, mais vous gérez aussi les biens communs qui vous appartiennent. Vous gérez aussi votre propre maison. Le FCC, c'était pendant la période électorale, mais Kabila a toujours été, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Kabila a toujours été un peu en dehors du PPRD. Non, Kabila a été politiquement comme il devrait être, c'est-à-dire ne pas trop être dans les affaires politiques intérieures, mais de prendre un peu de la hauteur à cause de sa fonction présidentielle. Ça, c'est son rôle. Mais dans la réalité, lorsque le patron du PPRD ne respecte pas les règles prononcées par le président en place à l'époque, nous savions directement que les sanctions venant de la présidence tombaient sur la personne. Voyez ?
Aujourd'hui, personne ne peut nous faire croire que Félix, l'actuel président, parce qu'il est président de la République, il ne s'occupe plus des problèmes de son parti. C'est archi faux. C'est le parti qui l'a amené là, et c'est le parti qui a négocié pour lui, c'est le parti qui a fait beaucoup de choses. Ce sont ces collaborateurs-là du parti qui ont traversé, qui ont fait des nuits entières de travail, de préparation, jusqu'à la prestation de serment du président, de l'actuel président. Donc, en mon bon sens, je pense, et nous pensons, nous sommes nombreux, même les Congolais de l'UDPS pensent ça, que le président de la République, en dehors de sa fonction, est d'abord le président de l'UDPS. C'est-à-dire qu'il est d'abord la personnalité morale. L'UDPS officiellement, il a laissé l'UDPS à Kabound. Non. Mais qui répondez-vous à ceux qui disent que c'est l'amateurisme au sommet de l'État? Le président s'ingère des problèmes internes de l'UDPS. Or, il est le président de tous les Congolais. Non, ça c'est son. On dit que c'est l'amateurisme. Non, ça ce sont des fanatiques qui n'ont même pas compris. Oui, qui n'ont même pas compris comment politiquement les choses se font. Le programme que l'actuel président doit réaliser, s'il y a un programme, ce n'est pas le programme que lui-même va s'auto-dicter, c'est le programme du parti. Donc dire aujourd'hui que le président actuel doit être au-dessus du parti, oui, c'est une personnalité qui ne doit plus être impliquée aux décisions journalières du parti, oui, parce qu'il a d'autres responsabilités beaucoup plus importantes à faire, mais par contre, il reste la personnalité morale qui doit être capable de dire aux responsables actuels du parti qu'une telle personne au sein du parti, non, sinon pas de rendez-vous à la présidence. C'est quand même son rôle. C'est extraordinaire, nous sommes avec vous, on va essayer de parler, c'est le micro du pasteur Obo, nous tendons vers la fin, vers la conclusion, mais avant de conclure, on aurait bien, en tout cas, nous sommes avec vous. Merci. Laurent, c'est le micro, nous sommes avec vous, on va essayer, c'est vraiment extraordinaire. On voit les bien-aimés, je crois pour eux c'était vraiment la pause. Nous sommes avec vous, Patrick. À droite, c'est toi, on le suit partout, à travers le monde. Ici, on parle RD Congo, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup. Mais pour conclure maintenant, pour conclure, j'aimerais que vous puissiez proposer des solutions. Je ne peux pas vous laisser ça pourtant. C'est quoi les solutions? Martin Fayoulou, ce qu'il fait, c'est comment? Jusqu'où peut aller Martin Fayoulou? L'accord Félix Tshisekedi Kabila que vous connaissez depuis longtemps, c'est bien pour le Congo, comment? C'est pas bien pour le Congo, comment? Pourquoi on n'a pas pu arrêter Kabila? Et les solutions. Okay. La solution, c'est compliqué, j'ai dit les solutions. Pour avoir une solution directe, pour pouvoir renverser les systèmes actuels en place, il faut avoir un discours clair, c'est-à-dire dire aux Congolais aujourd'hui que la constitution actuelle a atteint ses limites. Elle est inapplicable, en tout cas facilement modifiable, mal interprétable, pas défendable, toujours injuste par rapport à la majorité. Donc la Constitution en elle-même, qui est le garant de la stabilité collective de tous, ne protège que les membres du FCC. C'est quand même incroyable que nos responsables politiques actuels ne soient pas capables de déclarer ces choses à la population, leur disant « Nous avons commis une erreur grave en 2001 lorsque nous avons validé politiquement et nous vous avons présenté une organisation politique constitutionnelle qui n'était pas à la hauteur des enjeux de la RDC. » C'est ça le premier problème, la première porte d'entrée sur le plan institutionnel. Il faut être capable de dire que la constitution actuelle, maintenant que le président Kabila n'est plus là, qui posait problème parce que tout le monde soupçonnait que le président Kabila préparait ainsi de suite pour être remplacé. La réalité, la vérité, que la constitution actuelle, c'est une constitution des minorités. Si la majorité veut avoir un pouvoir politique, il faut absolument retoucher, en tout cas changer l'actuelle constitution. Qui dit changement? Qui sont capables aujourd'hui d'accepter ce changement constitutionnel? Pas l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, l'UDPS est dans le mangeoire, il n'acceptera plus jamais qu'on retouche cette constitution. Ça, c'est la première victoire du président Joseph Kabila, d'être capable de faire avaler aux Congolais des choses qui sont contraires à leurs intérêts. Deuxième chose,
Lamouka, est-ce que Lamouka est prêt, lui, à accepter une modification, en tout cas un changement constitutionnel? Je pense qu'aujourd'hui, Martin Fayulu est en train de se rendre compte que pour qu'il puisse avoir raison du point de vue électoral, il va falloir annuler tout bonnement et simplement les règles du jeu établies constitutionnellement par rapport à cette constitution. Sinon, s'il doit contester, il a atteint les limites de la contestation des règles. C'est ce que lui, lorsque nous l'avons vu à Bruxelles, c'est ce que lui appelle le soulèvement populaire. Mais les soulèvements populaires, monsieur Pasteur Bobo, ça s'organise, ça se prépare. Et surtout, la RDC, c'est 80 millions d'habitants, 2 millions de mètres carrés en surface. Bouleverser le schéma actuel, c'est de d'abord bien préparer les assises constitutionnelles qui nous attendent. Et surtout, commencer à annoncer à la population congolaise que nous avons compris nos propres erreurs du passé, sur le plan de l'organisation politique, sur le plan de l'organisation économique, sur le plan des règles de la majorité ou de la minorité, sur le rôle que doit jouer le président de la République, les limites parlementaires, parce que nous venons de le voir, les limites parlementaires de nos parlementaires. Donc, tous ces éléments doivent être déposés au niveau de la place publique pour dire à la population que nous, élite du pays, depuis 2001, nous avons commis des erreurs graves qui ont entaché l'alternance politique en RDC. C'est pour ça que tout le monde crie. En dehors des problèmes géopolitiques qu'il y a dans la région, en dehors des problèmes de prédation que nous subissons, il y a d'abord une responsabilité politique des acteurs politiques dans leur ensemble actuel qui ont signé une chose qui ne devait pas être signée. Maintenant, deuxième chose, comme je vous l'ai dit, que pour avoir une solution claire, c'est d'abord de pointer là où ça pose problème, c'est constitutionnellement que cela pose problème. Deuxième chose, lorsque nous avons résolu ça, nous allons maintenant dire à la population qu'attention, la nouvelle constitution qui doit être arrivée, qui doit être déposée devant la population, doit être une constitution d'abord expliquée. Nous devons prendre le temps d'expliquer dans les différentes langues du pays, au moindre détail, les grands articles et l'organisation politique, pour que même celui qui vote doit comprendre pourquoi est-ce que le vote doit être mixé, pourquoi est-ce que le vote ne doit pas être isolé, pourquoi est-ce que les sénateurs doivent être votés par des députés, pourquoi est-ce que les gouvernements provinciaux doivent avoir un rôle du vote général. Ces choses sont des basiques. La population doit comprendre pourquoi on l'appelle à voter. Maintenant, une fois on a pointé le problème constitutionnel, nous pouvons maintenant dire à la population, compte tenu que nous sommes majoritaires et compte tenu que les minorités n'écoutent pas la majorité, compte tenu du fait que nous sommes capables de changer, de proposer autre chose constitutionnellement parlant, compte tenu de notre capacité à reconnaître nos fautes, compte tenu toujours de toutes ces choses que je viens de citer, nous sommes maintenant prêts à faire tout le nécessaire pour que les médiocres, comme l'a dit le Monseigneur Mosengo, les médiocres ou les incompétents, les voleurs ou les immoraux, les non-éthiques ne puissent plus être les acteurs qui portent l'éthique devant nous. Donc cela va nous amener aisément et tout droit vers une alternance. Je pense sincèrement qu'une révolution à la congolaise ne sera pas une révolution armée. Je pense ça. Pour ceux qui pensent que non, on va pouvoir faire des choses. Non, nous avons eu une petite ébauche de ce que nos enfants de l'UDPS, la ligne dure de l'UDPS est capable de faire pour faire bouger les choses. Donc nous pouvons comprendre aisément que la révolution à la congolaise, c'est une révolution avec une importante oppression de la rue, mais qui ne sera jamais une révolution armée, comme les autres l'ont fait par le passé. Ceux qui nous ont amenés à Sand City. Une dernière solution, c'est que le rôle de l'Église dans la classe politique. Nous avons aussi fait nos comptes aujourd'hui en nous rendant compte que l'Église est capable de beaucoup de choses, mais l'Église aussi est capable du pire. C'est-à-dire que l'Église a continuellement protégé les régimes pour finalement donner naissance à ce que nous venons de constater, ou même lui-même, l'Église, ne se reconnaît même plus. Donc, nous devons aussi, en tant que responsables politiques, pour ceux qui sont en place, voir cette réalité-là en face.
que lorsque nous allons apporter l'alternance constitutionnelle, que nous devons regarder aussi et tenir compte quel est le rôle que nous devons donner à l'élite de l'Église qui peut être utile pour fabriquer les nouvelles règles constitutionnelles. Merci Patrick, on vous a suivi, c'était vraiment votre mot de la fin, on va continuer. C'était un peu chaud, mais on vous a suivi. Les secrets, Kabila Tshisekedi, Kabila va encore rester au pouvoir. Kabila restera toujours dans les sièges. Il y a un deal, il y a des secrets, il y a des trucs. Merci Patrick, on aura le temps encore d'en parler. Merci, à la prochaine.